Quel est le traumatisme générationnel le plus sombre que vous ayez vécu? Depuis ma naissance, ma famille m'a poussée dans l'alcoolisme. Je ne plaisante même pas. Mes parents sont sans doute les gens les plus déjantés que j'ai jamais connus. À 10 ans, pour eux, passer un bon moment en famille signifiait apprendre à mon frère aîné, Kyle, et à moi, à boire comme des adultes. Tous les vendredis soirs, c'était le fameux entraînement de papa. On s'installait autour de la table de la cuisine, il nous servait des shots de tequila, pendant que maman nous encourageait en chronométrant qui tenait le plus longtemps sans grimacer. Si l'un de nous avait le malheur de s'étouffer ou de tousser, c'était séance de pompe jusqu'à l'épuisement. Chez nous, la règle d'or, c'était « la famille qui boit ensemble reste soudée », un credo transmis de génération en génération. Je trouvais ça absurde, mais Kyle, lui, s'est fondu dans le moule sans difficulté. À 14 ans, il était déjà le partenaire d'alcool préféré de papa. Ils enchaînèrent les parties de beer pong dans le garage jusqu'au petit matin, et maman ne se gênait pas pour raconter à tout le voisinage que son fils pouvait mettre n'importe quel adulte au tapis. Quand Kyle a commencé à trembler dès le petit déjeuner, papa se contentait de rire et lui ouvrait une bière en lançant « rien de tel qu'un petit remontant ». Plus Kyle descendait de verre, plus il était gâté. Console de jeu, place de concert, et même une moto pour ses 16 ans. De mon côté, je suis devenue la brebis galeuse, non pas parce que j'avais des problèmes à l'école, mais parce que j'étais première de la classe, capitaine de l'équipe de débat, je bossais en plus pour mettre de l'argent de côté pour la fac, et, pire que tout, je restais sobre. Maman répétait sans cesse « Tu sais ce qui cloche chez toi? Tu passes ton temps à juger les autres au lieu de profiter un peu. » Mais difficile de la prendre au sérieux quand elle titubait dans le salon. J'ai pensé à prévenir les services sociaux, mais la peur l'a emporté. Ma meilleure amie Jessica avait tenté le coup, et son père l'avait tabassé dès que l'assistante sociale avait tourné les talons. J'ai donc laissé tomber. Puis, il y a eu ce jour où tout a basculé, les 18 ans de Kyle. À moitié plié de douleur sur le perron, il plaisantait sur ses mots de côté qui le gênaient depuis des semaines. « Faut juste que je tienne mieux l'alcool », riait-il, le teint jaunâtre sous la lumière du Porsche. La réaction de papa? Il a sorti une bouteille de scotch hors de prix, a tapé Kyle dans le dos et balancé « Rien qu'un bon verre ne puisse réparer ». Je pensais qu'il blaguait, mais non. Maman a même dégainé son iPhone pour immortaliser la scène, pour montrer ça aux petits-enfants plus tard. Là, j'ai compris que si je voulais survivre, il me fallait jouer le jeu. Je suis devenue la reine de la comédie. Je riais à leurs histoires d'ivrogne, je faisais semblant d'être pompette, alors qu'en douce, je vidais les fonds de bouteilles dans les pots de fleurs. Et le pire, c'est que ça a marché. Enfin, j'étais acceptée. Tout a changé quand j'ai quitté la maison pour la fac, à Oregon State. Ma coloc, tirée au sort, suivait une cure de désintox. Grâce à elle, j'ai découvert qu'on pouvait s'éclater, sans se bousiller la santé, j'ai intégré un groupe de soutien pour étudiants sobres, j'ai appris comment fonctionne l'addiction, et j'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'avait rien de normal. C'était un traumatisme familial déguisé en tradition. Pour la première fois, j'étais lucide et franchement heureuse. Je me suis même mise à courir des marathons, impensable à l'époque où je devais simuler la gueule de bois tous les week-ends. Et puis, aux vacances d'hiver de ma 2e année, j'ai fait un truc complètement insensé. J'ai décidé de rentrer pour Noël. Je pensais vraiment pouvoir casser le cercle vicieux, convaincre ma famille d'abandonner l'alcool une bonne fois pour toutes. Avant mon retour, j'avais tout préparé. Photos de soirées sobres avec mes amis, boissons sans alcool, tout y était. Je me répétais qu'il fallait garder la tête froide. Mais en préparant la voiture, je n'arrêtais pas de rêver qu'on finirait par se comporter comme une famille normale. À peine la porte passée, papa m'a collé une bière dans la main. Voilà notre fêtarde de la fac. Quand j'ai refusé poliment, en expliquant que je m'entraînais pour une course, le visage de maman s'est fermé. Ah, donc t'es devenu comme eux? Tu te crois meilleur que nous maintenant? La soirée a vite viré au vinaigre. En voulant aller me coucher tôt, ils m'ont suivi avec une bouteille de tequila. Tu ne vas pas gâcher Noël en jouant les saintes nitouches, a craché maman. Ce qui a suivi me hante encore. Papa m'a immobilisée pendant que maman essayait de me forcer à boire. Je gardais la bouche fermée, des larmes plein les yeux, jusqu'à ce que papa me pince le nez pour m'empêcher de respirer. Quand j'ai enfin ouvert la bouche pour reprendre de l'air, maman m'a versé de la tequila dans la gorge. J'ai aussitôt tout recraché, et ils se sont esclaffés. Elle n'a plus l'habitude. Ils ont passé l'heure suivante à essayer de me faire boire, pendant que je me débattais et criais. Kyle, quant à lui, restait planté dans l'embrasure de la porte, trop saoul pour faire quoi que ce soit. J'ai fini par faire semblant de m'évanouir. Dès qu'ils sont sortis, j'ai pris mon téléphone pour filmer à travers la porte entr'ouverte, leurs éclats de rire et leur « on l'a remise dans le bain ». C'est là, caché dans mon placard, que j'ai appelé les secours. Les sirènes se rapprochaient, déchirant la nuit. Derrière la porte, j'ai vu mes parents figer leur rire, leur visage passant de l'amusement à la panique. Maman a laissé tomber la bouteille de tequila qui s'est brisée sur le sol. « T'as entendu ça ?» Sa voix est passée en 1 seconde de l'ivresse à la nervosité. Papa s'est précipité à la fenêtre, a arraché le rideau. Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent son visage. Quelqu'un a appelé les flics. Tous deux ont alors tourné la tête vers ma chambre. Moi, je suis restée immobile, le téléphone trempé de sueur dans la main, priant pour qu'ils me croient toujours inconsciente. Ma gorge brûlait à cause de tout cet alcool forcé. Mon t-shirt était encore couvert de vomi. « Va vérifier si elle s'est vraiment évanouie », ordonna papa. « Tu n'as qu'à y aller toi-même », répliqua maman. « C'est toi qui as insisté. »« Moi? C'est toi qui lui as tout fait boire. » Leur dispute m'a donné le temps de sortir du placard et de me glisser sur mon lit, les yeux clos, retenant mon souffle. J'ai entendu des pas lourds s'approcher. La main de papa s'est abattue sur mon épaule pour me secouer violemment. « Elle est complètement à l'ouest », a-t-il lâché. La sonnette a retenti, aussitôt suivie de coups frappés, sur 2. « Police! Ouvrez !» Maman s'est précipitée sur le fait braisé, aspergeant la maison à toute vitesse et poussant les éclats de verre sous le canapé. « Kyle, descends et fais comme si de rien n'était. » J'ai entendu Kyle dévaler les escaliers, titubant, se cognant partout. À travers mes paupières mi-closes, je l'ai vu s'agripper à la rampe, son corps tanguant dangereusement.
Sa peau avait une teinte jaune maladive, même dans la lumière du couloir. « Redresse-toi !» a sifflé papa en lui tapant dans le dos. « Souviens-toi, on passe juste une soirée tranquille en famille. » Les coups à la porte devenaient de plus en plus insistants. « Police! Nous avons besoin que vous ouvriez la porte !» Papa a affiché son sourire de commercial avant d'ouvrir. 2 policiers étaient là, plantés sur le perron, les mains sur la ceinture. « Bonsoir, messieurs, dames, les agents. Il y a un souci? Nous avons reçu un appel d'urgence venant de cette adresse, » a répondu le plus grand, jetant un œil par-dessus l'épaule de papa pour inspecter la maison. « On nous a signalé un incident. Il doit y avoir erreur, » a répliqué papa, sûr de lui. « On profite juste d'une soirée en famille. » C'est alors que je suis apparue, sortant de ma chambre en vacillant, mon sweatshirt Oregon State encore taché, la gorge en feu. Les policiers se sont tournés vers moi d'un seul mouvement. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda l'agent en s'approchant. Avant que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, maman s'est précipitée pour m'entourer d'un bras. « Oh, agent, excusez-nous. Notre fille ne va pas bien depuis qu'elle est à la fac. Elle fait des crises. Elle est instable. Elle est comme ça depuis des mois, » a confirmé papa avec une compassion feinte. On fait de notre mieux pour l'aider, mais elle refuse toute aide. Ce soir encore, elle a piqué sa crise. J'ai tenté de parler, mais ma gorge était si sèche que les mots sont sortis rauques. Ils m'ont forcé à boire de l'alcool. La main de maman s'est resserrée sur mon épaule. Vous voyez, elle invente toujours des histoires. On l'a trouvée en train de boire seule dans sa chambre. On pense qu'elle fait une dépression. Les policiers se sont échangés un regard, puis l'agent s'est tourné vers moi. Mademoiselle, on va devoir parler à chacun séparément. Vous voulez bien venir dehors avec l'agente Martinez? Tandis que je me dirigeais vers la porte, j'ai vu Kyle hésiter, partagé entre me suivre ou rester avec nos parents. Ses mains tremblaient. Il gardait la main sur son côté, là où la douleur le lançait. Il me lançait un regard perdu, les yeux rouges, le visage tendu, comme s'il ne savait plus de quel côté se ranger. Sur le perron, l'agente Martinez a tout de suite remarqué mes vêtements souillés. Racontez-moi ce qui s'est passé ce soir. J'ai sorti mon téléphone en tremblant. J'ai une vidéo. Ils m'ont tenu de force et m'ont fait avaler de la tequila. Par la fenêtre derrière nous, j'apercevais maman, furieuse, qui gesticulait pendant que papa discutait avec l'autre agent. Elle n'arrêtait pas de me désigner du doigt en secouant la tête. Notre voisine, Madame Chen, observait discrètement derrière ses stores, probablement en train de se demander ce qui se tramait encore chez nous. « Je peux voir la vidéo ?» demanda doucement l'agente Martinez. J'ai lancé l'enregistrement. Même depuis l'autre côté de la porte, on entendait clairement mes parents rire en disant qu'il fallait me remettre sur le droit chemin. Leur voix était pâteuse, mais on les reconnaissait sans peine. Le visage de l'agente Martinez s'est fermé. « Il faut que tu vois ça !» lança-t-elle à son collègue. Le cri de maman fusa à travers la nuit. C'est sorti de son contexte. Elle trafique les vidéos pour nous faire passer pour des monstres. Où est votre mandat? Papa, dont le sourire commercial avait disparu, s'emporta. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez nous sous prétexte des délires de notre fille malade. L'agent remarqua alors Kyle, effondré contre le mur, la peau cireuse, toujours aussi jaune malgré la lumière. Monsieur, votre fils va-t-il bien? Il a l'air vraiment mal. Il a la grippe, répondit maman sur le ton de l'évidence. Juste la grippe. Kyle, dis-leur que ça va. Kyle ouvrit la bouche, la referma, me jeta un regard puis le détourna vers nos parents, incapable de choisir son camp. On va faire venir les secours, annonça l'agente Martinez dans sa radio. Suspicion d'intoxication alcoolique et problème médical urgent. C'est du grand n'importe quoi, protesta papa, la voix qui montait. Je joue au golf avec le shérif Patterson tous les dimanches. C'est juste une histoire de famille. Ma fille fait un caprice parce qu'on a dû lui couper les vivres. Elle a toujours eu ce ton moralisateur sur l'alcool. En attendant l'arrivée des secours, maman pianotait frénétiquement sur son téléphone. Bientôt, mon portable s'est mis à vibrer sous les messages des tantes, oncles et cousins. Traîtresse. Comment as-tu pu faire ça à tes parents? Ta mère dit que tu fais une crise. Va te faire soigner. Les ambulanciers sont arrivés et se sont occupés de moi tout de suite. L'un d'eux a braqué une lampe dans ma gorge pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. La brûlure me tordait le visage. Brûlure chimique compatible avec une ingestion forcée d'alcool, expliqua le secouriste au policier. Elle doit aller à l'hôpital. Elle l'a fait toute seule, a insisté maman, pour attirer l'attention. Elle a toujours aimé faire du cinéma. Kyle porta encore la main à son côté, une grimace lui traversant le visage. L'équipe médicale l'a remarqué tout de suite. Monsieur, on devrait aussi vous ausculter, proposa un ambulancier à Kyle. Il va très bien, trancha papa, sec. Ce n'est qu'une grippe. Mais dans la lumière crue du perron, l'état de Kyle sautait aux yeux. Son teint jaune, ses mains tremblantes, la façon dont il se tenait le ventre, tout indiquait un problème grave. « Depuis combien de temps vous avez mal au ventre ?» demanda le secouriste à Kyle, les yeux dans les siens. Kyle regarda papa, hésita, puis marmonna. « Quelques semaines. Ce n'est rien. » Papa reprit la parole, changeant de ton comme si de rien n'était. « Vous savez, la semaine dernière, le shérif Patterson et moi, on discutait justement au poker de ce genre de situation. Les histoires de famille qui dégénèrent sans raison. Il dit toujours que ces affaires-là devraient rester privées. La menace était à peine cachée. L'agente Martinez serra la mâchoire. « Monsieur, nous allons devoir emmener tout le monde au commissariat pour des dépositions officielles. J'appelle notre avocat, lança maman. C'est du harcèlement. Notre fille est malade, et au lieu de lui proposer une aide psychiatrique, vous alimentez ses délires. » Les policiers commencèrent à réunir des éléments. La bouteille de tequila cassée fut placée sous scellé, ils photographièrent mes vêtements tachés, inscrivirent minutieusement chaque détail. Papa regardait la scène, les poings crispés, la colère tendue sur son visage. Mon téléphone, lui, n'arrêtait pas de vibrer. Maman venait d'envoyer un message à toute la famille élargie. « Priez pour nous. Ma nièce fait encore une crise et a fait intervenir la police contre nous. On est anéantis. Elle a besoin d'aide mais refuse de se soigner. » Les réponses ne se firent pas attendre. « Tonton Ray, quelle ingrate. Tante Suzanne, après tout ce que vous avez fait pour elle. Cousin Marc, certains enfants ne méritent pas d'avoir de bons parents. » Au commissariat, on nous sépara pour les auditions. Je me retrouvais seule dans une petite pièce, la gorge brûlante, pendant que l'agente Martinez prenait ma déposition.
Par la fenêtre, j'aperçus une silhouette familière traverser le parking en courant. Oncle Tony, le frère de maman, complice de toutes ces beuveries depuis 30 ans et, accessoirement, avocat. Ma cliente ne répondra à aucune question, déclara-t-il en entrant comme s'il était chez lui, enveloppé d'une odeur de whisky. C'est là que tout a basculé. Oncle Tony sortit une liasse de papier. Mes clients s'inquiètent depuis longtemps pour la santé mentale de leur fille. Je vous apporte les preuves. Martinez examina le dossier. Des formulaires médicaux datant de plusieurs années. Mon cœur se serra en les reconnaissant. C'étaient ceux de mes 16 ans, la fois où j'avais refusé de boire à Thanksgiving. Mes parents m'avaient emmené chez le médecin sous prétexte que je développais des tendances antisociales et des délires paranoïaques à propos de l'alcool. Ces documents révèlent un schéma d'instabilité mentale, expliqua oncle Tony d'un ton mielleux. Mes clients géraient ça depuis des années. Il perd ses études, son appartement, tout. Et voilà comment elle les remercie. Mon téléphone vibra. Un message de Kyle. Tu n'aurais pas pu faire semblant une nuit de plus? Cette trahison me brûlait la gorge plus fort que l'alcool. Même après tout ce qu'il m'avait fait, il fallait encore que ce soit moi le problème. Martinez quitta la pièce pour consulter sa collègue. À travers la porte, j'entendais maman s'épancher dans le couloir. Elle a toujours été jalouse de Kyle. Il a réussi, il est apprécié de tous, il s'est profité de la vie. Elle est juste aigrie, elle veut nous détruire. Quand Martinez revint, son visage était fermé. Les vidéos sont préoccupantes, mais l'avocat de vos parents affirme qu'elles sont sorties de leur contexte. Sans la coopération de Kyle, c'est votre parole contre la leur. Et ma gorge, les brûlures? Ils disent que vous les avez provoquées vous-même, que ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre de choses pour attirer l'attention. Je pensais à Jessica, à ces bleus qui n'avaient pas suffi à la protéger, à la manière dont le système l'avait trahie. Cette fois, c'était mon tour, mais dans une version différente. Mes parents avaient appris des familles, comme celle de Jessica. Pas de marque visible, uniquement des séquelles psychologiques et un dossier qui fait passer la victime pour folle. Il va falloir poursuivre l'enquête, annonça Martinez. En attendant, avez-vous un endroit sûr où aller? Sûr. Ce mot sonnait étranger. Chez moi n'avait jamais été sûr. Et maintenant, mes parents avaient fait en sorte qu'aucun lieu ne le soit. Ils avaient déjà lancé leur campagne pour retourner tout le monde contre moi. Au matin, je serais devenue la fille ingrate qui a appelé la police contre ses parents aimants, la fille instable qui a besoin d'aide mais n'en veut pas. Une notification Facebook s'afficha sur mon écran. Maman avait posté un message public. S'il vous plaît, priez pour notre famille ce soir. Notre fille traverse une grave crise de santé mentale et de dépendance. Nous l'aimons tellement, mais nous ne savons plus quoi faire. Ce soir, elle a appelé la police alors qu'on essayait simplement de l'empêcher de boire seule dans sa chambre. Nos cœurs sont brisés. Les commentaires pleuvaient déjà. Amis de la famille, voisins, membres du club de bowling, tous apportèrent leurs prières et leur soutien à mes pauvres parents, confrontés à une fille aussi perturbée. Je défilais les messages, assistant impuissante à l'effondrement public de ma réputation, jusqu'à ce que quelque chose me glace le sang. Monsieur Davidson, le copain de golf de papa qui bosse à la télé locale, avait écrit « Désolé d'apprendre ça, vieux. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Demain, ce ne serait en plus de simples rumeurs de famille. Papa avait déjà 3 longueurs d'avance, me transformant en la méchante d'une histoire dont j'étais pourtant la victime. L'homme qui m'avait tenue pendant que maman me faisait boire du poison serait décrit comme un père inquiet. Celle qui me traitait de sorcière rabat-joie deviendrait la mère en détresse. Sous les néons de la gendarmerie, tout semblait irréel. J'étais là, regardant ma vie se déliter sur l'écran de mon portable. L'agente Martinez était sortie faire des photocopies de mes preuves, me laissant seule avec mes pensées et la litanie insupportable des notifications. Chaque bip sonnait comme un clou de plus sur mon cercueil. Le post de maman était devenu viral dans notre petite communauté. 67 commentaires et ça continuait. Le président du club de bowling envisageait d'organiser une chaîne de prières. Les partenaires de golf de papa parlaient de collecter des fonds pour mon traitement. Même ma prof d'anglais du lycée y allait de son commentaire, disant qu'elle avait toujours senti qu'il y avait un problème. Mes mains tremblaient en faisant défiler la litanie des messages. Puis l'un d'eux me figea. Il venait de Benji, le barman du bar préféré de mes parents. Kyle vient aux réunions des AA à l'église. Ça fait 3 mois déjà. Tes parents n'en savent rien. Avant que j'ai eu le temps d'assimiler cette révélation, tonton Tony fit irruption dans la pièce avec sa mallette, posant sur la table une pile de documents aussi épaisse qu'un dictionnaire. Voilà les relevés bancaires de tes parents. Ils perdent tes études, ton loyer, ton assurance auto, ta mutuelle, même ton forfait mobile. Tu dépends entièrement d'eux. Il sortit un autre papier. Et ça, c'est la lettre de résiliation, déjà prête. Une simple signature de leur part, et tu perds tout. C'est vraiment ce que tu veux? L'agente Martinez revint dans la pièce, nous lançant un regard franchement excédé. Monsieur, vous n'avez pas à menacer un témoin. Je ne menace personne, répondit tranquillement tonton Tony. J'explique juste la situation familiale. Il faut bien que ma nièce sache à quoi s'en tenir. Mon téléphone vibra. Un message de ma coloc. Ta mère vient de m'ajouter sur Facebook. Elle me pose des questions super bizarres sur ta santé mentale. Je fais quoi? J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. Maman s'activait déjà, essayant de monter tout le monde contre moi. J'ai montré le message à Martinez, qui en a pris note, mais semblait de plus en plus dépassé par cette histoire de famille rocambolesque. Écoute, tonton Tony s'est penché vers moi, son haleine chargée de whisky me soulevant le cœur. Tes parents sont prêts à tourner la page. Ils paieront même pour que tu vois un vrai psy. Un vrai, pas les expériences bizarres de la fac. Il suffit que tu reconnaisses t'être trompé sur ce qui s'est passé ce soir. Me tromper? Ma voix s'est brisée. Ils m'ont forcé à boire de l'alcool. Tu étais déjà ivre, a-t-il répliqué, imperturbable. La mémoire, ça joue des tours. Peut-être que tu as bu un peu pour te détendre avant de rentrer. Ça a dégénéré, tes parents ont voulu t'aider. Ça arrive, tu sais. La collègue de Martinez a frappé et est entrée. Il faut transférer le frère à l'hôpital. Son état se dégrade. Par la porte, j'ai aperçu Kyle sur une civière. Il était verdâtre, une main sur le flanc. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai vu la peur pure dans ses yeux. Kyle,
J'ai voulu me lever, mais tonton Tony m'a barré le chemin. Il va s'en sortir, a-t-il lancé. Il a juste besoin de perfusion. Le stress n'a pas aidé sa grippe, c'est tout. Mais je savais que c'était bien plus grave. J'avais potassé les maladies du foie après avoir reconnu les symptômes de Kyle il y a des mois. Jaunisse, douleurs au ventre, mains qui tremblent. Il était en danger. Martinez aperçut mon angoisse. On veillera à ce qu'il soit bien pris en charge. Son foie lâche, me suis-je écrié. Il faut qu'on le teste pour une greffe. Dites au médecin de faire une analyse complète du foie, s'il vous plaît. Le visage de tonton Tony s'est durci. Et voilà, tu joues au médecin maintenant? C'est exactement ce genre de délire que tes parents ne savent plus gérer. Mon téléphone a sonné, la photo de papa, bière à la main, prise au dernier 14 juillet, s'est affichée. Cache l'écran. J'ai décroché malgré tout. Tu es fier de toi? Sa voix était glaciale. Ton frère part à l'hôpital à cause du stress que tu lui infliges. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera ta faute. Il est une malade parce que tu l'empoisonnes depuis qu'il a 10 ans. Nous, on n'a fait que lui transmettre une tradition familiale, un vrai sentiment d'appartenance. C'est toi qui as tout rejeté, qui te crois meilleur que tout le monde. J'ai entendu maman derrière. Parle-lui du journal intime. J'ai senti le sang me glacer. Quel journal? Celui que tu tenais en seconde, a répondu papa. Celui où tu écrivais combien tu nous haïssais, où tu rêvais de partir, où tu aurais voulu d'autres parents. On l'a gardé, tu sais, au cas où il faudrait montrer aux gens qui tu es vraiment. La ligne a coupé. Je suis restée là, tétanisée devant l'écran, me souvenant de ce journal caché sous mon matelas, rempli de peur et de rage d'ado. Rien que du classique, ce qu'on écrit tous quand on doit supporter ses parents titubants chaque soir, mais sorti de son contexte. Il faut que j'y aille, ai-je dit à Martina. Mon frère a besoin de moi à l'hôpital. Tu es libre de partir, a-t-elle répondu. Mais je te déconseille fortement de contacter tes parents pour l'instant. Oncle Tony a esquissé un sourire en coin. Elle a raison. D'ailleurs, je vais suggérer à mes clients de demander une ordonnance d'éloignement si tu t'approches d'eux, pour leur sécurité. Dehors, l'air glacé de décembre m'a coupé le souffle. Je me suis installée dans ma voiture, chauffage à fond, à essayer de remettre mes idées en place. Mon téléphone a vibré, notification de la banque. Mon compte, qui affichait 3 000 € ce matin, ne montrait plus que 47,83 €. Les frais de scolarité du semestre, envolés. Le loyer mis de côté, transféré. Même les 500 € du compte d'urgence avaient disparu. Il ne restait que ce que j'avais gagné avec mon job étudiant sur un autre compte. J'ai pris la route vers l'hôpital, complètement sonné. Les urgences étaient pleines de victimes des fêtes. Accidents, brûlures, blessures avec les trucs de Noël, et bien sûr des cas d'alcool. J'ai fini par trouver la chambre de Kyle après avoir convaincu une infirmière de me laisser entrer, en insistant que j'étais sa sœur. Il paraissait minuscule dans ce lit, perfusé aux 2 bras, la lumière crue soulignant sa jaunisse. Sa copine Alexandra était assise à côté, la main posée sur son ventre encore plat, comme pour le protéger. « Tu n'as rien à faire ici », a-t-elle lancé sans me regarder. « Tes parents disent que tu fais une crise. Alex, s'il te plaît, tu sais bien que c'est faux. » Elle a fini par croiser mon regard. Elle avait pleuré. « Tu crois? Tu as appelé la police contre eux à Noël. » Kyle vomit du sang à cause du stress. Il vomit du sang parce que son foie ne fonctionne plus. Le médecin a parlé de gastrite aiguë provoquée par le stress, a-t-elle répliqué. Tes parents m'ont expliqué que tu étais instable depuis la fac, que tu avais rejoint une sorte de secte de sobriété. J'avais envie d'hurler. Même ici, même alors que Kyle était en train de mourir, la version de mes parents faisait loi. Benji m'a dit que Kyle allait aux réunions des alcooliques anonymes. Alexandra est devenue livide. Non, il ne ferait jamais ça. 3 mois, ai-je insisté. Il essaie d'arrêter. Demande-lui quand il se réveillera. Sors d'ici. Sa voix était basse mais implacable. Sors ou j'appelle la sécurité. Je suis sortie, non sans prendre discrètement une photo du dossier médical de Kyle accroché à la porte. Les notes du médecin mentionnaient des enzymes hépatiques anormalement élevées et une suspicion de cirrhose, avec recommandation d'examen complémentaire. Rien à propos d'une gastrite. Dans le parking souterrain, je me suis effondrée sur le siège de ma voiture et, enfin, les larmes ont coulé. Tout partait en vrille, tellement vite que je n'arrivais même plus à encaisser. Ma famille s'était liguée contre moi, mes finances étaient en ruine, et pendant que mon frère agonisait, tous faisaient mine que tout était de ma faute. Mon téléphone a vibré. « Jessica, j'ai appris pour ce qui s'est passé », a-t-elle lâché direct. Ma mère a vu le post Facebook de la tienne. « Jess, je te crois », m'a-t-elle coupé. Je sais ce que ça fait quand les parents manipulent tout. Mais fais gaffe, mon père a appelé le tien après avoir vu le post. Ils sont restés 1 heure au téléphone. J'ai senti mon estomac se tordre. Ils ont parlé de quoi? Je sais pas trop, mais j'ai entendu mon père mentionner qu'il fallait coordonner les discours et préserver les traditions familiales. Il prépare quelque chose, c'est sûr. Après avoir raccroché, je n'ai vu qu'une seule issue. La salle de sport ouverte toute la nuit où je m'entraîne habituellement pour les marathons. L'épuisement physique, c'est ma façon à moi de faire le vide, d'essayer d'avaler les chocs. J'ai couru sur le tapis jusqu'à ne plus sentir mes jambes, espérant laisser la réalité derrière moi. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un mail de ma coloc de fac. Rien qu'à lire l'objet, j'ai senti la panique monter. Je m'inquiète pour toi. Elle avait transféré un message de ma mère, une lettre interminable, 3 pages à déballer mon soi-disant état mental qui se dégradait, truffé d'histoires inventées et de versions complètement déformées de la réalité. Ma mère affirmait que je buvais trop à la fac, que j'avais rejoint un groupe soi-disant sectaire qui pousse à couper les ponts avec la famille, que j'étais devenue parano et délirante. Le pire, c'était à quel point tout semblait plausible. Chaque mensonge était saupoudré juste ce qu'il fallait de vérité pour être crédible. Oui, j'avais intégré un groupe de soutien pour rester sobre, mais rien à voir avec une secte. Oui, j'avais pris mes distances, mais sûrement pas parce que j'étais instable. J'ai rédigé une réponse carrée à ma coloc, en lui envoyant des captures d'écran de mes parents en train de boire sur Instagram, des preuves des hospitalisations de Kyle, et un article sur l'alcoolisme familial et le gaslighting. Même en appuyant sur « Envoyer », je doutais que ce soit suffisant. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée dans ma voiture, toujours sur le parking de la salle de sport. Mon téléphone avait explosé pendant la nuit, 17 appels manqués de la famille, 43 messages, tous plus accusateurs les uns que les autres. Mais un message a attiré mon attention, le Dr Chen, la voisine médecin de mes parents. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir. Si tu as besoin qu'un professionnel de santé atteste pour toi, je suis là. Tes parents sont dangereux, pour eux-mêmes comme pour les autres, et ça ne date pas d'hier. Un espoir fou m'a traversé. Enfin quelqu'un pourra attester de ce que je vivais. J'ai répondu dans la foulée. On s'est donné rendez-vous dans un café à côté de l'hôpital. Dr Chen avait l'air éreinté, encore en blouse, tout juste sorti de garde. Je me suis longtemps demandé si je devais intervenir, a-t-elle murmuré en serrant sa tasse. Mais le mois dernier, quand je les ai vus traîner Kyle jusqu'à la voiture après qu'il se soit effondré devant chez eux et qu'ils m'ont refusé le droit de l'aider, je pouvais plus rester silencieuse. Elle a sorti son portable et m'a montré des vidéos prises par sa caméra de surveillance. Mes parents rentrant ivres au volant, Kyle porté inconscient dans la maison, et même mon père menaçant un livreur qui avait osé faire une remarque sur son état. Je garde tout ça depuis 2 ans, a-t-elle confié. J'ai toujours pensé que quelqu'un d'autre finirait par dénoncer, mais tout le monde couvre leurs frasques. Le quartier entier prend ça à la légère, comme si c'était anecdotique. On a passé 1 heure sur ces preuves. Elle avait même un carnet d'incidents, tout détaillé à la minute près. C'était accablant, à condition que quelqu'un accepte d'enfin ouvrir les yeux. Le souci, a-t-elle repris, c'est que tes parents sont partout, copains avec le shérif, le maire, la moitié du conseil municipal. 30 ans à arroser de fêtes et de billets, ça laisse des traces. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. C'est Benji. Je peux pas utiliser mon portable habituel. Tes parents viennent de débarquer au bar. Ils voient 5 autres familles. J'entendais des mots comme « front uni » et « protéger notre mode de vie ». Méfie-toi. Dr Chen a lu par-dessus mon épaule. 5 familles? J'ai très vite compris. Les Johnson, les Pater, les Williams, les Garcia et les Thompson. Tous avaient des enfants du même âge que Kyle et moi. Tous avaient leur petite soirée bien à eux. Tous avaient des secrets à défendre. Ils serrent les rangs. Ai-je soufflé. Le visage de Dr Chen s'est fermé. Tu as touché plus fort que tes propres parents. Tu remets en cause un système entier où l'alcoolisme est banalisé. Mon téléphone a sonné. C'était le numéro de Kyle. J'ai décroché aussitôt. Tu dois arrêter. Sa voix était à peine audible. Rauque. Arrête tout, s'il te plaît. Kyle, tu es à l'hôpital pour une insuffisance hépatique. C'est rien. Les médecins exagèrent. Papa et maman m'ont tout expliqué. J'ai juste eu trop de stress avec le bébé. Kyle, écoute-moi. Benji m'a parlé des réunions des alcooliques anonymes. Silence pesant. Puis, je comprends pas de quoi tu parles. T'es perdu, maman a raison, tu as besoin d'aide. On t'a bourré le crâne. Personne ne m'a manipulé, j'en peux juste plus de tes histoires. Si tu tenais à moi, tu t'excuserais et tu rentrerais à la maison. Ça a coupé net. Je suis restée là, téléphone à la main, sonné comme après un coup de massue. Même cloué à l'hôpital, même en train de sombrer, Kyle restait prisonnier de leur influence. Dr Chen m'a serré le bras. L'addiction ce n'est pas que physique, les chaînes psychologiques sont les plus solides. Et moi, je fais quoi? Tout le monde croit que je suis folle, même mon frère me lâche. Tu tiens bon, a-t-elle simplement répondu. Tu continues de tout noter, tu attends que la vérité fasse surface. Elle finit toujours par refaire surface, tôt ou tard. Mais j'ignorais si j'aurais cette force. Mon argent pour la fac envolé, ma famille m'avait mise au banc de toute la communauté, et Kyle sombrait de jour en jour, pendant que chacun fermait les yeux. J'ai passé le reste de la journée à tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. À mon retour, mon patron à la librairie du campus a accepté de m'augmenter mes heures. Ma conseillère pédagogique m'a épaulée pour obtenir une aide d'urgence. Le groupe de soutien sobre a lancé une cagnotte qui a récolté 500 € en 1 heure. Pourtant, à chaque progrès, mes parents réussissaient à me faire reculer de 2 pas. Maman a même appelé mon travail pour dire à mon responsable que j'étais instable mentalement et potentiellement dangereuse. Papa, de son côté, a contacté mes professeurs pour exprimer son inquiétude concernant ma santé mentale et suggérer que je prenne un congé médical. Le coup de grâce est tombé le soir même. J'étais dans un motel miteux, le seul que je pouvais me permettre avec ce qu'il me restait, quand la police a frappé à ma porte. 2 agents que je n'avais jamais vus m'attendaient. Nous avons besoin que vous nous suiviez. Le plus âgé a précisé, vos parents ont demandé une hospitalisation psychiatrique en urgence. Ils craignent que vous ne vous fassiez du mal, ou que vous soyez un danger pour autrui. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas dangereuse. Ils mentent. Madame, nous avons des témoignages de plusieurs membres de votre famille et de la communauté qui s'inquiètent de votre comportement. Vous avez appelé les secours en lançant de fausses accusations, vous harcelez votre frère hospitalisé et vos parents affirment que vous avez proféré des menaces. Rien de tout cela n'était vrai, mais ça ne changeait rien. Tous les papiers étaient en règle, signés par un juge qui, comme j'allais l'apprendre plus tard, jouait dans la même équipe de bowling que mes parents. On m'a passé les menottes et installé à l'arrière de la voiture de police, regardant le motel disparaître dans le rétroviseur. L'hôpital psychiatrique était à 1 heure de route. Lors de mon admission, j'ai tenté d'expliquer ce qui se passait vraiment, mais plus j'évoquais mes parents qui me forçaient à boire et le complot de la communauté pour me faire taire, plus je passais pour paranoïaque. « Vous avez consommé des substances ?» m'a demandé l'infirmière à l'accueil. « Non, je suis sobre. Je n'ai pas touché à l'alcool depuis 2 ans. Votre famille affirme que vous buvez beaucoup. Ils mentent. » Elle a noté quelque chose. Tout ce que je disais était détourné. Mes entraînements pour les marathons devenaient des obsessions. Mon engagement dans le groupe de soutien sobre était perçu comme de l'embrigadement sectaire, et mes preuves concernant la maladie de Kyle étaient interprétées comme de la fixation et du harcèlement. On m'a installée dans une chambre impersonnelle, avec une autre patiente qui a passé la nuit à parler à des personnes imaginaires. Pas de téléphone, aucun moyen de contacter quelqu'un qui puisse confirmer ma version. Juste moi, face à la prise de conscience que mes parents avaient remporté la partie. Le lendemain matin,
Un psychiatre est venu m'interroger. Le docteur Patel, jeune, probablement tout juste diplômé, avait l'air vraiment à l'écoute. J'ai exposé les faits avec précaution, évitant tout ce qui pouvait paraître délirant. Vos parents nous ont transmis pas mal de documents, a-t-il dit en feuilletant un dossier épais, y compris des extraits de journal où vous exprimez de la haine à leur égard. J'avais 15 ans. Tous les ados écrivent ce genre de choses. Ils ont aussi des vidéos où vous faites semblant d'être ivre à des réunions de famille. J'ai senti mon cœur se serrer. Les petits numéros que je jouais pour avoir la paix au sujet de l'alcool étaient maintenant utilisés contre moi. Je faisais semblant pour qu'ils me lâchent avec ça. Donc, vous cachiez la vérité? Chaque explication sonnait comme un symptôme de plus. J'étais piégée dans la toile tissée par ma famille, et plus je me débattais, plus je m'y empêtrais. Il y a quelqu'un qui peut confirmer mon histoire, ai-je lancé, à bout. Dr Chen, notre voisine. Elle a des images de vidéosurveillance. Dr Patel a pris note. Nous allons vérifier. Mais à son regard, j'ai compris qu'il avait déjà son idée. J'étais juste une patiente de plus, avec des problèmes familiaux, peut-être en crise, sûrement à surveiller. Les 72 heures d'observation ont semblé durer une éternité. Aucune nouvelle de l'extérieur. Impossible de savoir si Kyle allait bien, si ma place à la fac était maintenue, si quelqu'un prenait ma défense. Juste des séances de groupe où je faisais semblant de reconnaître mes problèmes pour ne pas paraître hostile. Le 3e jour, alors que je commençais à croire que j'allais rester coincée ici indéfiniment, Dr Patel m'a fait venir dans son bureau. Son expression avait changé. Il semblait perplexe, voire inquiet. Nous avons parlé avec Dr Chen, a-t-il annoncé. Elle nous a transmis des images intéressantes. Nous avons aussi reçu des appels de plusieurs membres de votre groupe de soutien à la fac, de votre conseillère pédagogique et de votre employeur. Leur version est très différente de celle de votre famille. Un immense soulagement m'a submergé. Oh, alors vous me croyez? Je pense qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on m'a présenté au départ. Cependant, vos parents restent vos représentants médicaux tant que vous êtes sur leur assurance. Ils insistent pour que vous poursuiviez le traitement. Ils ne peuvent pas me garder ici si je ne représente pas un danger pour moi-même ou pour les autres. Non, mais ils peuvent vous compliquer la vie. Je vais recommander votre sortie, mais je vous conseille vivement d'avoir un plan, un lieu sûr, poursuivre une thérapie, prendre de la distance avec ce conflit. Il avait raison. Je ne pouvais pas retourner au motel. Mes parents savaient où je logeais. L'hôpital, ce n'était pas la peine d'y penser. Ils avaient sûrement déjà obtenu une ordonnance restrictive contre moi. J'étais sans logement, sans argent, seule, mais j'étais libre. Dr Patel a organisé pour qu'une assistante sociale me reconduise en ville. Pendant le trajet, elle m'a rendu mon téléphone, confisqué à l'admission. 3 jours de messages s'affichèrent sur l'écran, la plupart venant des sbires de mes parents, me sommant de me faire soigner, d'arrêter de faire souffrir ma famille, de penser à Kyle. Mais au milieu, il y avait des messages qui m'ont redonné espoir. Jessica, tes parents ont essayé de convaincre mon père de dire que tu étais instable enfant. Il a refusé. Tiens bon, mon coach de marathon. Ta place dans l'équipe est assurée. Ne les laisse pas te briser. Benji. Kyle demande après toi. Il a peur. Et, plus surprenant encore, un message d'Alexandra. Je suis désolée. Tu avais raison. Kyle m'a tout raconté. Il a besoin de toi. L'assistante sociale m'a déposée à l'hôpital. J'ai presque couru jusqu'à la chambre de Kyle, la peur au ventre de ce que j'allais découvrir. Le service de réanimation, c'était un autre univers, loin du tumulte du service général. Tout y était feutré, grave, rythmé par le bip entêtant des machines qui retiennent la vie. Kyle était conscient, mais à peine, entouré de tuyaux, d'oxygène, de perfusion, de moniteurs. Sa peau tirait sur le jaune fané, ses yeux étaient éteints, perdus. Tu es venu, a-t-il soufflé. Bien sûr que je suis venu. Maman et papa, ils m'ont apporté de la bière hier. Ils disaient que ça me ferait du bien. Des larmes ont perlé au coin de ses yeux. Je n'ai pas su dire non. Je n'y arrive jamais. Kyle, je suis en train de mourir. Les mots sont tombés dans un murmure. Les médecins ne le disent pas, mais je le sens. Mon corps me lâche. J'ai serré sa main avec précaution, à cause de la perfusion. On va te mettre sur la liste des greffes. Il y a encore de l'espoir. Maman et papa ne veulent pas. Pour eux, il faut tenir. Ils répètent que chez nous, on ne prend pas les organes des morts. Leur entêtement m'a coupé le souffle. Ils préféraient de voir leur fils dépérir plutôt que de reconnaître que leur tradition avait ruiné sa vie. Dans un coin, Alexandra était recroquevillée, le visage gonflé d'avoir pleuré. J'ai essayé de discuter avec eux. Ils m'ont menacé de me faire retirer la garde si je continuais. Ils n'en ont pas le droit. Tu le sais? Regarde ce qu'ils t'ont fait. 3 jours en psychiatrie juste parce que tu as osé dire la vérité. Elle avait raison. Mes parents étaient dits capables de tout pour défendre leur récit, même de s'en prendre à leurs propres enfants. Une infirmière est entrée pour vérifier les constantes de Kyle. Elle a jeté un regard au résultat, les sourcils froncés. Ces constantes ne sont pas bonnes. La famille s'est-elle décidée pour l'évaluation en vue de la greffe? Ils hésitent encore, a répondu Kyle à bout de souffle. Le visage de l'infirmière en disait long. Le temps jouait contre lui. Dès qu'elle est sortie, Kyle s'est tourné vers moi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Il y a une boîte sous mon lit, dans mon appart. Tout est dedans. Des enregistrements de réunions des AA, des pages de journal, des dossiers médicaux que j'ai cachés. Si jamais il m'arrive quelque chose, sache que rien ne te retombera dessus. Promets-le-moi. Il a serré ma main, avec une force insoupçonnée. Promets-moi que tu t'en serviras. Ne les laisse pas recommencer avec d'autres. Je te le promets, même si mon cœur se serrait. Mon grand frère, celui qui m'avait appris à faire du vélo et porter sur ses épaules, se préparait à une fin qu'il n'aurait jamais dû connaître. En quittant l'hôpital à la fin des visites, j'avais la clé de son appartement en main. Le poids de sa confiance me semblait plus lourd que tout ce que j'avais connu. En conduisant dans la nuit, j'ai compris que ce n'était plus seulement pour sauver Kyle. Il fallait mettre un terme à ce cycle qui rongeait notre famille depuis si longtemps. S'il voulait la guerre, il l'aurait. Arrivé devant l'immeuble de Kyle, la clé froide dans la paume, j'ai monté les marches jusqu'au 3e étage, transi sous mon vieux Sweat Oregon State. À l'intérieur, l'appartement empestait la bière éventée et la défaite. Des bouteilles vides traînaient partout,
et j'ai trouvé la boîte à la place exacte qu'il m'avait indiquée. J'ai ouvert le couvercle en tremblant. Une médaille des AA, toute récente. Des pages de journal. Chaque tentative d'arrêt ponctuée d'un « Maman et papa l'ont découvert » ou « Ils sont venus à la réunion ». Des dossiers médicaux soigneusement cachés, révélant des analyses hépatiques qui auraient alerté n'importe quel médecin. Tout au fond, une clé USB portant l'étiquette « Assurance ». Je l'ai branchée à l'ordinateur de Kyle. Les vidéos se sont enchaînées, Kyle filmant en cachette nos parents qui le poussaient à boire alors qu'il refusait, maman versant de la bière dans son jus d'orange au petit déjeuner, papa le menaçant de le mettre dehors s'il osait partir en cure. La dernière vidéo datait de la semaine précédente. On y voyait Kyle supplier d'obtenir de l'aide, et papa, implacable, écraser ses médailles des AA à coups de marteau. Mon téléphone a vibré. Alexandra, Kyle te réclame. Vite. Retournez à l'hôpital et c'était la cohue. Maman et papa, accompagnés de leur avocat dans la chambre de Kyle, des papiers étalés partout, Kyle encore plus mal en point, luttant pour respirer. Signe-la, ordonnait maman, en lui fourrant un stylo dans la main. Procuration, on prendra toutes tes décisions médicales. Arrêtez, ai-je lancé en surgissant dans la pièce. Le visage de papa s'est empourpré. Sécurité, elle n'a pas le droit d'être là. Mais j'étais déjà près de Kyle, balayant les papiers. Ne signe rien, Kyle. J'ai récupéré toutes les preuves, tout ce que tu as enregistré. Maman a tenté de me prendre la clé USB, mais Alexandra s'est interposée. C'est moi qui les ai appelés, m'a-t-elle confié. Je ne pouvais plus les laisser faire. 2 agents de sécurité sont arrivés, vite rejoints par le Dr Chen dans le couloir. Je suis le médecin de ce patient, a-t-elle décrété, sûre d'elle. Tout le monde dehors, seuls les proches restent. Nous sommes la famille proche, a insisté papa. Le patient a demandé à ce que seule sa sœur reste, a rétorqué le Dr Chen en feuilletant le dossier. Son état est critique. Merci de respecter sa volonté. Oncle Tony a voulu protester, mais le Dr Chen l'a aussitôt coupé. Monsieur, ça relève du médical. Sortez, ou j'appelle la sécurité. Ils ont fini par quitter la pièce, non sans que maman me glisse, les dents serrées. On n'en a pas fini. Une fois seul, Kyle m'a attrapé la main, faiblement. Passe les vidéos, au médecin, à tout le monde. Le Dr Chen a fait venir la médiatrice de l'hôpital et la psychiatre de garde. Nous avons regardé ensemble tout ce que Kyle avait réuni. Le visage de la psychiatre se fermait à mesure que les preuves défilaient. Il s'agit clairement de maltraitance, a-t-elle fini par dire. Nous devons alerter la protection des adultes sur le champ. Et pour la greffe, ai-je demandé? Nous allons accélérer la procédure. Avec toute cette documentation, prouvant qu'il a été forcé de boire, il a des chances d'être accepté malgré son passé. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de Kyle. Mais je savais que nos parents n'allaient pas s'avouer vaincus de sitôt. Effectivement, moins d'1 heure plus tard, l'administrateur de l'hôpital fit son entrée, accompagné de l'oncle Tony et d'un juge, un autre vieux complice de golf de papa. Nous avons une ordonnance du tribunal, annonça l'administrateur, l'air gêné. Les parents gardent l'autorité sur les décisions médicales. Sur quelle base? S'emporta le Dr Chen. Parce que leur fille serait mentalement instable et manipulerait leur fils, répliqua le juge. Je me suis penché sur le dossier. Je sortis mon téléphone et lançai un enregistrement. Monsieur le juge, cela fait 15 ans que vous jouez au golf avec mon père, non? Et vous étiez à sa fête d'anniversaire le mois dernier, quand il a servi de l'alcool à des mineurs? Le juge devint cramoisi. Jeune fille, vous êtes à 2 doigts de l'outrage au tribunal. Je m'approche surtout de la vérité, répliquai-je. Dites-moi, combien mon père a-t-il versé pour financer votre campagne? L'oncle Tony essaya de m'arracher mon téléphone, mais j'avais déjà mis la vidéo en ligne. L'administrateur de l'hôpital était de plus en plus mal à l'aise. Peut-être devrions-nous examiner la situation de plus près, hasarda-t-il. C'est à ce moment-là que le père de Jessica fit irruption. Mon cœur s'arrêta de battre un instant, jusqu'à ce que je voie son regard, déterminé, pas hostile. Je veux témoigner, annonça-t-il. Je vais raconter ce qui s'est réellement passé quand ma fille a appelé les services sociaux, il y a des années. Je veux expliquer comment ces familles font tout pour faire taire leurs enfants. 3 autres parents le suivaient, des visages connus des entraînements, mais ils n'étaient clairement pas venus soutenir mes parents. Ils étaient venus se livrer. Mon fils est en cure de désintoxication, murmura Madame Johnson. Depuis 6 mois. Je n'ai rien pu dire. Elle jetait un regard lourd de sens vers mes parents qui venèrent de faire irruption. Parce qu'on était tous d'accord, lâcha Monsieur Pader. Il fallait protéger la tradition. Sauf que ma fille a tenté de se suicider l'an dernier. Elle n'a que 15 ans. La pièce explosa. Papa hurlait à la trahison et à la fidélité familiale. Maman criait qu'ils étaient tous des hypocrites jaloux de notre famille. L'oncle Tony menaçait tout le monde de poursuites. Mais le barrage avait cédé. Madame Garcia sortit son téléphone pour montrer des photos d'ecchymose sur les bras de son fils, le jour où il avait refusé de boire. Monsieur Thompson avoua qu'il allait en secret à des réunions à l'Anon, mort de peur que sa femme l'apprenne. Le juge, comprenant enfin l'ampleur de la situation, s'éclipsa vite fait. L'administrateur appela la sécurité et les services sociaux. Au milieu de cette tempête, j'aperçus le moniteur de Kyle qui se mettait à biper. Sa respiration devenait difficile, sa peau grise. Il doit être inscrit sur la liste de greffe tout de suite, s'écria le Dr Chen. On n'a plus 1 minute à perdre. Je donne mon consentement, déclarai-je. Tu n'as aucun droit en tant que sœur, coupa l'oncle Tony. Eh bien si, intervint Alexandra en s'avançant, un document à la main. Kyle et moi, on s'est mariés hier à la chapelle de l'hôpital, et il m'a désigné comme mandataire médical. Le cri de maman a dû résonner dans tout l'hôpital. Petite manipulatrice. Ça suffit, s'écria la psychiatre en se levant. Je place les 2 parents en observation psychiatrique. Leur comportement est instable et potentiellement dangereux. Vous n'avez pas ce droit. Papa fondit sur elle, mais la sécurité l'arrêta. Mes parents furent escortés hors de la pièce, continuant à menacer tout le monde de procès et à crier à la trahison, mais dans leurs yeux, j'ai vu quelque chose se briser. Ils comprenaient enfin que leur emprise était finie. Les heures suivantes défilèrent dans un brouillard. Kyle fut placé en tête de liste pour la greffe. Les autres familles déposèrent plainte à la police pour des années d'alcool imposé et de maltraitance. Les services de protection des adultes lancèrent des enquêtes sur 5 familles. Je restais auprès de Kyle,
sa main dans la mienne, alors que les machines le maintenaient en vie. Alexandra veillait de l'autre côté du lit, la main posée sur son ventre. « Je suis désolée, » murmura Kyle, « de ne pas m'être opposée à eux, de t'avoir laissé te débrouiller seule. »« Ne dis pas ça, » répondis-je. « Pense à guérir, c'est tout ce qui compte. »« Pour le bébé, » dit-il à Alexandra, « promets-moi. Pas une goutte d'alcool. Jamais, jamais, promit-elle. On va briser le cycle. » Le docteur Chen entra avec une nouvelle. « On a trouvé un donneur compatible, un foie. L'opération aura lieu dans 2 heures. » Kyle serra ma main. « Si je ne m'en sors pas, tu dois continuer. Mais si ça se passe mal, utilise tout. Vidéo, témoignage. Il faut que ça s'arrête. » 2 heures plus tard, il partait au bloc. Alexandra et moi sommes restés dans la salle d'attente, au milieu des ruines de ce qu'était notre famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Tante, oncle, cousin, tout le monde avait son avis. Sur Facebook, la communauté s'enflammait, entre défense des valeurs familiales et appel à la protection des enfants. Benji m'a envoyé un message. « Tes parents sont enfin bannis du bar. Je suis fière de toi. » Jessica est arrivée avec 2 cafés et s'est assise près de moi. Mon père porte plainte pour ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans. D'autres vont suivre. Tout est en train de s'effondrer, soufflai-je. « Non, » me corrigea-t-elle. Ça révèle juste ce qui était déjà cassé. 8 heures plus tard, le chirurgien arriva. La greffe s'est bien passée. Il est stable. Alexandra et moi, on s'est effondrés dans les bras l'une de l'autre, en larmes. Kyle allait vivre. Il allait connaître sa fille. Il avait droit à une 2e chance. Mais la bataille n'était pas finie. Dans les jours qui suivirent, alors que Kyle reprenait des forces, la guerre judiciaire s'intensifia. Mes parents, sortis de leur observation, ont engagé les meilleurs avocats possibles. Ils ont attaqué tout le monde. L'hôpital, les médecins, moi, Alexandra, même les autres familles qui avaient témoigné. J'ai passé mes journées entre le chevet de Kyle et les rendez-vous chez l'avocat. La librairie universitaire a dû me licencier. J'avais trop manqué. Les profs nous ont mis des notes incomplètes. J'ai complètement arrêté de m'entraîner pour le marathon. Mais peu à peu, les choses ont changé. L'enquête de police a mis au jour des années de maltraitance documentées dans les 5 familles. Le procureur qui, lui, n'était pas du tout du cercle de golf de mes parents, a lancé des poursuites pénales. Les services de protection de l'enfance ont placé 3 petits frères et sœurs. Kyle allait mieux de jour en jour. Sa peau retrouvait des couleurs. Il ne tremblait plus. Pour la première fois depuis qu'il avait 10 ans, il était vraiment sobre. « Je veux aller en cure », m'a-t-il dit un matin. Après ma sortie, il a fallu 90 jours pour réapprendre à vivre sans ça. Maman et papa vont... Je m'en fiche de ce qu'ils feront maintenant. Sa voix sonnait plus ferme que jamais. J'arrête de tout faire pour leur plaire. Alexandra notait tout pour leur fille. Pour qu'elle sache, disait-elle, pour qu'elle comprenne pourquoi elle ne voit pas ses grands-parents. 3 mois plus tard, les procès ont commencé. J'ai passé des heures à raconter les soirées d'entraînement, la consommation forcée, l'agression à Noël. Kyle a témoigné en visioconférence depuis le centre. Les enfants des autres familles ont aussi pris la parole. La défense de mes parents était sans surprise. Nous étions des gosses ingrats, en train de détruire une belle tradition familiale. Mais les preuves étaient indiscutables. Entre les vidéos, les dossiers médicaux, les témoins, ils ont été condamnés pour plusieurs faits de mise en danger d'enfants et de violence. Leur peine n'a été que de 2 ans, mais c'était déjà quelque chose. La vraie punition, c'était la perte de leur réputation, de leur réseau, de tout ce qu'ils avaient construit autour de l'alcool et du besoin de tout contrôler. À la rentrée, j'ai repris mes études à l'Oregon State. Ma bourse a été acceptée, et j'ai enchaîné 3 petits boulots pour financer le reste. Le groupe de soutien pour personnes sobres m'a accueilli à bras ouverts. Kyle est sorti de cure et a commencé à assister régulièrement aux réunions des alcooliques anonymes. Il a trouvé un boulot dans un centre de réinsertion, où il se sert de son histoire pour aider d'autres personnes. Alexandra a donné naissance à une petite Sophia, en pleine santé, qui ne connaîtrait jamais le goût de l'alcool imposé. Les 5 familles se sont dispersées. Certains ont cherché de l'aide, d'autres sont partis, sûrement pour recommencer ailleurs les mêmes travers. Le quartier avait changé, plus paisible, comme si la grande gueule de bois collective s'était enfin dissipée. Ce printemps-là, j'ai couru mon marathon. Mon temps était désastreux, j'avais perdu des mois d'entraînement, mais j'ai franchi la ligne d'arrivée. Jessica était là pour m'encourager au bord de la route. Kyle n'a pas pu venir. Il intervenait à une convention des AA, mais il m'a envoyé un message. « Fier de toi. Papa et maman ont vu l'annonce de ta course dans le journal. Ils sont furieux que tu assumes ton mode de vie. Tant mieux. » Après leur sortie de prison, nous n'avons plus jamais parlé à nos parents. Ils ont déménagé à 2 villes d'ici, se sont intégrés à une nouvelle paroisse, racontant à tout le monde que leurs enfants les avaient abandonnés sans raison. Parfois, j'apprends par connaissance interposée ce qu'ils disent aujourd'hui. Selon eux, nous étions des drogués qui les avaient accusés à tort, ou des enfants ingrats qui leur avaient gâché la vie pour de l'argent. Mais Kyle était vivant. Sophia était en bonne santé. On avait brisé le cycle. Le soir du 2e anniversaire de ce fameux Noël, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une photo de Kyle tenant Sophia à sa fête d'anniversaire. Sobre, souriant, vivant. Le message disait « Merci d'avoir mené le combat quand je n'y arrivais pas. K. Je suis resté longtemps à fixer la photo. Nous avions perdu nos parents, notre famille élargie, notre maison d'enfance, notre héritage. Mais Kyle était sobre. Sophia grandirait en sécurité. La malédiction familiale s'arrêtait avec nous. J'ai répondu « Ça en valait la peine. » Et c'était vrai. Chaque relation perdue, chaque bataille devant les tribunaux, chaque nuit blanche, tout ça en valait la peine parce que Kyle était vivant et libre. Parce que Sophia ne connaîtrait jamais la sensation d'être une fillette de 10 ans, assise à la cuisine, à apprendre à boire des shots sous les encouragements de ses parents. Le cycle était brisé. Le prix à payer était énorme. Je recommencerai sans hésiter.